Bonjour, bienvenue à tous sur cette troisième partie de la formation Comment réussir à brainstorming. Et dans cette vidéo, nous allons voir donc comment on peut démarrer une première séance avec toutes sortes de petits conseils qui vous permettront de démarrer ça de la manière la plus confortable possible. Voilà, bonne vidéo. Le brainstorming. Alors pas le fonctionnement, parce que ça, il faudra que ça fasse partie d'une entre guillemets formation, une petite formation, pour éviter d'avoir des quiproquos et que les gens arrivent sans rien savoir, sans rien connaître, et puis déjà le mot parfois il peut déstabiliser certaines personnes. Donc on présente le déroulement dans ce cas-ci, donc on donne les étapes de déroulement du brainstorming, comment on va procéder, si c'est avec un outil informatique, si c'est avec un tour de table, enfin ce genre de choses. Voilà, et on fixe aussi un objectif de brainstorming, où on rappelle l'objectif du brainstorming en disant, ben voilà, on cherche des solutions qu'on n'a pas éprouvées ou qu'on n'a pas pensées, et donc c'est pour ça qu'on fait ce petit outil, pour essayer d'aller chercher des informations complémentaires. Alors, suite à ça, il peut se passer deux choses. C'est que il peut y avoir, alors trois choses, ici je ne l'ai pas indiqué, mais il peut se passer trois choses. La première, c'est que vous pouvez avoir des gens qui tout de suite vont adopter ce que vous dites. Donc c'est une minorité en général, c'est pour ça que je ne l'ai pas représenté. Vous allez avoir une ou deux personnes qui vont marcher avec vous. La grosse majorité, elle va être dubitative, c'est-à-dire qu'elle va se poser des questions, elle va être dans le doute, elle ne sait pas très bien. Et puis vous aurez des rebelles, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire « oui, mais ça ne sert à rien, c'est des trucs de psycho » ou je ne sais pas quoi. Enfin, ce genre de réaction. Et là, on verra qu'il y a une action à mener. Alors, attention, vous ne pourrez conserver les rebelles dans votre groupe. Ça va ? Donc ça, vous ne pouvez pas les conserver. Alors, vous ne perdez pas votre temps à essayer de les convaincre, vous n'y arriverez pas, ou vous allez prendre beaucoup trop de temps par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais vous le faites en dehors en fait, du brainstorming. Et donc, on va leur demander de quitter le groupe. OK ? Alors, l'étape 3, donc pour ceux qui restent, donc ils sont toujours dans le doute là, sauf peut-être il y en a un qui est assez d'accord avec vous. En technique de communication, donc si vous appliquez donc le triangle de Karpman, vous pouvez vous servir de cette personne pour vous aider à convaincre un petit peu les dubitatifs. Alors il faudra donc les rassurer. Alors comment on fait ça ? Eh bien, il faut qu'on mette en concordance l'objectif du brainstorming avec leurs intérêts. Donc c'est pour ça que le groupe, souvent, est en relation directe avec la problématique que l'on va traiter. Ça va ? Donc le problème traité doit être lié aux préoccupations des participants. Donc il faut ramener, en fait, la problématique sur l'intérêt, enfin le plus possible, en tous les cas, par rapport aux participants, surtout au début, pour bien intégrer les gens, en fait, dans l'outil. Ça va ? Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des petits écarts et ça risque de prendre beaucoup plus de temps, notamment pour le démarrage en fait, de l'outil. Alors, l'étape numéro 4, donc ajouter des participants expérimentés au brainstorming motivés par la recherche de solutions. Alors, soit si vous n'avez personne qui est expérimenté, vous présentez ça à un autre groupe et dans ce groupe-là, vous essayez de trouver des gens qui acceptent, enfin, qui sont d'accord avec cet outil pour l'utiliser et vous les intégrez dans un groupe de néophytes. Ça va ? Et donc ce sont... Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous pouvez aussi intégrer des personnes, donc qui n'ont rien à voir avec la problématique, alors qui sont en nombre réduit par rapport au groupe. Donc ici, on n'aura que 3 personnes sur l'ensemble. Et ces personnes sont appelées donc les candides, c'est-à-dire des personnes qui connaissent absolument rien de l'environnement, ou très peu par rapport à ce que les gens vivent au jour le jour, et par rapport à la problématique. Alors, ils sont d'une grande importance parce qu'ils vont vous aider à poser des questions, à remettre en question des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Par exemple, des mots de vocabulaire, des mots techniques, par exemple. Ça va ? Ils vont demander au groupe, donc à leurs, comment dirais-je, participants, à leurs collègues, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça ? Etc., etc. Et donc ça va forcer, entre guillemets, les personnes habituées à l'environnement de la problématique de se remettre un petit peu en question. Ça va ? Donc ça aussi, c'est un petit peu le jeu de l'animateur. C'est aussi à lui à essayer d'avoir cette technique en fait, de communication et de questionnement, ou de reformulation plus exactement.
Voilà, donc on intègre ces personnes dans le groupe, et comme ça, on passe à l'étape 5. Donc, on démarre le brainstorming, et donc, on va formuler le problème sous forme de questions ouvertes avec l'accord du groupe. Alors ici, on peut le faire de deux manières. Soit on le fait avec les candides, soit on le fait uniquement avec le groupe. Personnellement, je conseille de le faire sans les candides, parce que ça risque d'être un peu technique, et donc c'est quand même ce groupe-là qui est directement impacté par les solutions ou les plans d'action qui vont arriver au bout de brainstorming. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de centrer ça un petit peu sur les gens. Et seulement après intégrer les gens des candides qui, eux, pourront éventuellement poser des questions, même sur la question qui a été posée, donc la problématique qui a été posée. Voilà, donc là, on intègre après les personnes candides. Alors, l'étape 7, donc laisser les têtes se vider. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante. Alors, pourquoi j'insiste ? Parce que c'est souvent une étape qui est, qui est sautée, enfin, qui n'est pas pris comme importante, et souvent même qui est un petit peu censurée, en fait, dans l'évolution du groupe. Alors, cette phase comptait à peu près une demi-heure, entre 20 et 30 minutes. Ça va ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis 1 heure au minimum. Ça vous fait 30 minutes de développement, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette phase ? Donc, elle correspond à la nécessité de d'abord laisser sortir toutes les préoccupations des participants. Alors, j'ai mis toutes en majuscule parce qu'il faut vraiment, même des revendications, donc comme j'ai indiqué, des soucis, des problèmes personnels, professionnels, donc pour pas, entre guillemets, polluer trop le contenu en fait de brainstorming. Alors, mais on peut aussi reprendre l'organisation interne de l'entreprise, comme, je ne sais pas, s'il y a des problèmes de parking, s'il y a des problèmes d'éclairage, des problèmes qui peuvent paraître comme ça anodins, mais qui sont des préoccupations. Alors, quelquefois, de la part du groupe, c'est aussi une espèce de test pour voir un peu votre crédibilité dans l'outil. C'est-à-dire que vous dites « Ah, mais on va chercher des idées un petit peu tous azimuts » et on s'efforce justement d'avoir une idée de l'environnement. Donc, ils vont vous dire « Ah, bah justement, dans l'atelier où je suis ou dans le bureau où je suis, il y a des lampes qui ne fonctionnent plus et puis on les a pas remplacées, comment ça se fait, etc., etc. » Donc ça, il faut absolument que ça sorte parce que ça restera toujours dans un coin de la tête de la personne. Et tant qu'on n'aura pas évacué ça, alors quand je dis évacuer, ça veut dire que c'est... Alors il faut que ce soit interprété par des mots-clés, hein, évidemment, et qu'on va noter sur le tableau. Donc là, ils vont voir qu'on a tenu compte de ce qu'ils ont dit et que c'est noté, que ça peut entrer dans la recherche de solutions, que ça a une importance. Et ça, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Alors je sais que quelquefois, on peut considérer que ça a pris la majorité du temps, etc., ou que c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. N'oubliez pas que le brainstorming est d'abord une affaire, entre guillemets, psychologique, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui se passe dans la tête des personnes, des participants. Donc si vous n'allez pas chercher ce qui se passe dans la tête de vos participants, c'est pas des robots, hein. C'est pas parce qu'on a posé une question qu'ils vont se concentrer, ils vont se focaliser absolument tout de suite dedans. Ça va, c'est un peu comme quand vous commencez un travail assez difficile ou disons un petit peu pointu, où vous devez vous focaliser sur ce que vous avez à faire. Ben, vous aimez bien vous isoler un petit peu, que ce soit du bruit, de l'environnement. Vous réorganisez votre espace et avant de bricoler, avant de faire un travail, un rapport ou de lire un bouquin, etc., etc. Donc il y a toujours une préparation et ça c'est la préparation en fait pour le brainstorming. Donc cette étape renforce la crédibilité de l'outil, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle sert de soupape identification des problèmes de l'organisation. Ah oui, alors ça c'est un point très 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 important qui est souvent extrêmement négligé, surtout en entreprise. C'est que c'est une parole qui a été donnée aux personnes. Du coup, vous avez une liste de ce qui préoccupe vos salariés. Enfin, les vôtres, si vous êtes dans l'entreprise, si vous êtes intervenant, à ce moment-là, vous pouvez communiquer cette liste en disant, voilà, ça,
ça, c'est-à-dire ces mots-clés-là, ce sont des préoccupations du personnel, et il faudrait s'en occuper avant même de demander des efforts de la part du personnel, puisque en fait, tous les plans d'action correspondent à des changements, en fait. Et donc, qui dit changement, dit résistance au changement, et pour éviter ou pour réduire cette résistance au changement, il faut d'abord démontrer que ce qu'on veut faire, on s'implique dedans, on s'investit dedans. Je parle de la hiérarchie ici qui va proposer des plans d'action. Donc, ils serviront, donc les mots serviront de réflexion pour d'autres brainstorming éventuellement. Bon, ça, c'est à voir, évidemment, si on peut le traiter avec le brainstorming ou un autre outil, si ça, si ça s'impose. Alors, les limites de l'outil, donc la personnalité de l'animateur. Donc là, il faut éviter à prendre une personne qui est un statut hiérarchique important, voire au-dessus des personnes qui sont en train de faire le brainstorming, tout simplement parce que les gens vont avoir tendance à se bloquer, notamment dans le vocabulaire utilisé. Ils vont se mettre des censures, ils vont s'auto-censurer. Et donc, ça ne va pas dans le sens, en fait, du brainstorming où on espère avoir une espèce de production comme ça, automatique, si vous voulez, d'idées. Alors, la formation spécifique au brainstorming de l'animateur. Alors là, bon, si je ne vais pas trop insister là-dessus, mais sachez qu'il y a une formation un peu spécifique. Donc, le fait d'être animateur de groupe, d'une réunion, ça n'a rien à voir avec la formation d'un animateur, d'un brainstorming. Ici, il se met dans la peau de quelqu'un qui a une espèce de support par rapport au groupe, qui doit les pousser à avoir des échanges au maximum. Quand vous êtes au niveau, par exemple, d'une réunion, quand vous êtes l'animateur d'une réunion, vous donnez la parole. Donc, vous êtes un peu le chef d'orchestre ou le médiateur. Ici, vous êtes le support, vous êtes l'incitateur, en fait, à la production de quelque chose. Alors, la disponibilité des participants. Alors, ça, c'est fondamental. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à mettre en place parce que, bon, les entreprises ou les gens qui participent pensent que le brainstorming n'est pas important, de une. Bon, ça, c'est qu'on s'est peut-être planté un petit peu dans le recrutement des gens qui sont venus faire ça. Et deuxièmement, en fait, le fait d'avoir, par exemple, des entrées-sorties pendant le déroulement d'une séance fait que, en fait, la focalisation qu'on avait sur la production de mots va disparaître au bénéfice de l'interruption, c'est-à-dire de la personne qui rentre, c'est automatique, il y a quelqu'un qui sort, donc qui prend un téléphone et puis qui sort, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il est appelé, qu'est-ce qu'il y a d'important, etc., etc. Et donc on perturbe complètement la séance. Donc c'est idem pour le téléphone, évidemment, ça, le téléphone est exclu d'une réunion de brainstorming. Et donc, la motivation des participants, si possible, ne prendre que des gens qui ont envie de participer à ce genre de choses. Sinon, ceux qui ne sont pas forcément rebelles, mais qui ne sont pas très motivés, ils vont parasiter un petit peu le bon déroulement ou le fonctionnement même des participants. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des gens qui sont, préparés à ce genre d'outils. Voilà, merci de m'avoir écouté.